tout de suite l'invité de la matinale. Il vient de rééditer la biographie de l'économiste John Maynard Keynes qu'il avait signée il y a quelques années. Ses conseils sont écoutés, mais pas toujours entendus. Certains en auraient pourtant besoin pour asseoir une politique économique utile au pays, avec une majorité quasiment introuvable. Alain Minc, maintenant, sur Radio Classique. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique en direct, économiste, essayiste, consultant. L'an dernier, je vous avais reçu, ça m'est revenu, pour votre dictionnaire amoureux du pouvoir. Qui a le pouvoir aujourd'hui en France ? En France. Politiquement ou de manière générale ? Non, politiquement. Économiquement, c'est une autre affaire. Politiquement, il ne faut pas se leurrer. Quand Madame Le Pen baissera le pouce, la partie s'arrêtera. Bon. Les clés sont chez elle. Mais pourquoi les clés sont chez elle ? Parce que M. Olivier Faure a décidé que Bernard Cazeneuve, qui était au barycentre de ce qu'on a appelé le Front républicain, ne pouvait pas être Premier ministre. Donc il faut rendre à César ce qu'est à César, encore que le mot César pour M. Olivier Faure ne me paraît pas adéquat. Alain Minc, vous êtes matheux ? Bon, je l'ai été comme tout le monde. Comme tout le monde. Il y a 3 questions qui se posent aujourd'hui à Michel Barnier. Avec qui gouverner ? Pour faire quelle politique ? Soutenue ou tolérée par quelle majorité ? Et ça ressemble à une équation à 3 inconnus. Vous avez oublié le 4e joueur autour de la table. Le 4e joueur, ça s'appelle les marchés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons tous dans le même bocal. Alors tout le monde s'interroge pour savoir si M. Retailleau sera ministre de l'Intérieur et M. Darmanin ministre des Affaires étrangères. Mais c'est le bocal. La vérité, c'est que la France, en réalité, fait du patinage sur une fine couche de glace et que cette glace peut se fendiller à tout moment. Et qu'il y a un moment très proche où le risque peut arriver, c'est si sur la niche parlementaire du Rassemblement national, l'abrogation de la réforme des retraites en première lecture est votée. Pour les marchés, ça, c'est un signe inacceptable. En réalité, on parle toujours de Bruxelles. Bruxelles, c'est un univers rationnel. La discussion avec Bruxelles sera dure. Michel Barnier est sans doute le mieux placé pour avoir un débat clair avec cette organisation qu'il connaît mieux que quiconque. Les marchés, c'est autre chose. Regardez, n'oubliez pas ce qui s'est passé en Angleterre. Madame Truss, qui était la leader, théoriquement ou idéologiquement, la plus pro-marché, follement pro-marché qu'on pouvait imaginer, a présenté un budget absurde. Elle a été liquidée en 24 heures. Il y a un risque que Michel Barnier soit la Liz Truss français ? Non, ça dépend de ce qu'il y aura dans son budget. Ça dépend de ce qu'il y aura dans son budget. Or, il faut quand même avoir en tête que la situation financière est calamiteuse. L'idée que l'an prochain, on puisse faire 6% de déficit quand l'essentiel de nos pairs sont à 2 ou 3%, les autres pays, ça veut dire qu'il faut tailler dans les dépenses et il faut augmenter les impôts. Est-ce que dans la configuration politique actuelle, on peut tailler dans les dépenses et augmenter les impôts ? C'est pas évident. Alain Minc, quand vous dites l'Europe est rationnelle, les marchés sont rationnels... J'ai pas dit ça, j'ai dit... Bruxelles, c'est une discussion rationnelle. Ouais. Les marchés sont à long terme rationnels et à court terme émotifs. Il y a 2 partis qui au moins n'entendent pas ce discours, c'est le Rassemblement national et la France insoumise, qui sont en train de se battre pour savoir qui aura la meilleure méthode pour abroger la réforme des retraites sans créditer ou sans mélanger ses voix avec l'autre. Je ne sais pas s'ils ne savent pas ce qui peut se passer ou s'ils font semblant de ne pas le savoir. Je veux dire, M. Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée, c'est ce que sont les marchés. Donc je pense que c'est une occultation tout à fait délibérée, mais à ce moment-là, le réveil risque d'être brutal. Et par rapport à cette situation, le crédit qu'avait Emmanuel Macron face au monde des affaires internationales ou autres ne pèse rien, car là, en réalité, les clés ne sont plus chez lui. Alain Minc, les marges de manœuvre politiques sont réduites, les marges de manœuvre économiques aussi. Qu'est-ce qui peut permettre à Michel Barnier de réussir ? D'abord, c'est un homme doué pour la politique. Je pense que
il était à partir du moment où M. Faure avait décidé d'interdire à Bernard Cazeneuve d'être Premier ministre, lequel était pourtant, grosso modo, le point d'équilibre de, entre guillemets, le Front républicain. Je sais qu'il avait votre préférence, Bernard Cazeneuve. Non, mais c'était pas ma préférence personnelle. Vous pensiez que c'était un bon choix. Moi, je pense qu'il était l'expression du Front républicain. Faure, pour des raisons boutiquières, l'a flingué. À partir de ce moment-là, Michel Barnier, par sa personnalité, était probablement la meilleure solution. Quel est le meilleur allié qu'il peut chercher ? L'opinion publique. Moi, je pense qu'il sera populaire, et à certains égards, il sera populaire parce qu'il est l'anti-Macron. Il doit jouer l'opinion publique contre les partis politiques, c'est ce qu'avait fait Macron. Non, mais il ne sait pas qui va la jouer. Il l'aura ou il ne l'aura pas. Mais il y a une lassitude objective après 7 ans de pouvoir absolu. Alors, c'est lié à la personnalité du président, mais c'est lié à la fatalité de la politique. À partir de ce moment-là, il peut avoir l'opinion publique avec lui. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais à la fin, on revient au point de départ. Quand est-ce que Madame Le Pen voudra provoquer une crise de régime ? Quand est-ce qu'elle pensera que c'est le moment le plus conforme à ses propres intérêts ? Alain Minc, parlons d'Europe. Mario Draghi a produit un rapport remis lundi à la Commission de Bruxelles. Il y a dedans de très nombreuses propositions pour sortir l'Europe du déclin économique. Quand on compare les préoccupations de Mario Draghi et ce qui se joue en ce moment, rien que pour former un gouvernement, on est un peu inquiet. Non, mais on est à 1000 lieues de la réalité. Parce que, à court terme, nous sommes menacés par les marchés. Mais à moyen et long terme, l'Europe est menacée par un enlisement. En réalité, depuis quelques années, l'écart entre les Européens et les Américains n'a cessé de s'accroître. La comparaison avec la Chine est d'une nature différente. Nous ne pouvons pas croître comme les Chinois. Mais à l'intérieur du monde occidental, l'écart ne cesse de s'accroître. La meilleure politique économique qui a été suivie ces dernières années, c'est celle du président Biden. Il va rendre les Américains avec une croissance rapide, raisonnablement rapide, une inflation qui a été à peu près contrôlée et une politique d'investissement à long terme exceptionnelle. Draghi rappelle la réalité et on peut regretter que la politique européenne, dans ses méandres complexes, n'ait pas abouti à ce que Mario Draghi soit ou président de la Commission ou, ce qui était plus logique et plus facile, président du Conseil européen. Alain Minc, l'Allemagne a rétabli provisoirement le contrôle à ses frontières. Qu'est-ce que ça inspire à vous qui réfléchissez aussi à ce qui se passe en Europe de l'Est et en Europe centrale ? Je pense que c'est un geste inconsidéré par rapport à la trajectoire historique de l'Allemagne. L'Allemagne, d'après 1945, la plus européenne de la classe, le meilleur élève, le pays qui a quand même accueilli 1 million de réfugiés syriens avec cette phrase de Madame Merkel, Wir schaffen es, ça veut dire on y arrivera, et ils y sont arrivés. Le pays qui a une telle démographie médiocre qu'il a besoin, et les patrons ne cessent de le dire, d'immigration. Donc pour des raisons liées aux équilibres de la coalition complètement contre nature qui gouverne l'Allemagne, les libéraux, les Verts et les sociaux-démocrates, c'est la mesure démagogique absurde. Et je pense que ça prouve que M. Scholz n'est pas un homme d'État. Alain Minc, vous aviez publié il y a quelques années une biographie de John Maynard Keynes, l'économiste qui a révolutionné la pensée économique dans les années 20 et 30 et qui a inspiré le président Roosevelt au moment où il se battait contre la crise aux États-Unis et pas seulement, puisqu'il a conseillé le gouvernement d'Angleterre. Ça a été un homme extraordinairement original, qui a eu une vie originale, qui a pensé contre ses maîtres, qui a pensé contre le système. Il avait fait les grandes écoles anglaises et pourtant il est sorti de ça. Quand on discute avec vous et quand on écoute les commentateurs de la vie politique, on a le sentiment que nous cherchons nos clés dans la lumière du projecteur. Est-ce qu'il nous manque pas un peu de créativité ? Où est le John Maynard Keynes d'aujourd'hui ? D'abord, les gouvernements et les banques centrales, depuis 15 ans,
ont été les meilleurs élèves de Keynes. Et il faut d'ailleurs leur rendre hommage parce qu'ils nous ont sortis de 2 crises qui auraient pu nous tuer. Si en 1930, les gouvernements et les banques centrales avaient mené la politique que leurs successeurs ont menée après 2007, probablement que le nazisme n'aurait pas existé. Donc, d'une certaine façon, la victoire est très posthume de Keynes, mais tout le monde a été, pas toujours, est et sera keynésien. Il n'y a pas de plus bel hommage à le rendre. Et en réalité, les clés de l'économie sont assez simples. Ce qui est compliqué, l'économie c'est simple. C'est comme la loi de la pesanteur, on sait très bien comment ça marche. Excusez-moi, mais la courbille SLM, j'ai jamais compris. Hein. Oui, mais bon, vous savez, c'est une plomberie simple. D'ailleurs, regardez comment la Banque Centrale Européenne et la Fed américaine ont réussi par les moyens les plus frustes, c'est-à-dire la manipulation du taux d'intérêt, à faire disparaître l'inflation. Ce qui est en revanche très différent, c'est que nos sociétés sont beaucoup plus compliquées. Les sociétés où il y avait des conflits de classe étaient des sociétés extraordinairement difficiles à gérer, mais très faciles à comprendre. Vous aviez la bourgeoisie, la classe dirigeante, vous aviez la classe ouvrière, vous avez une classe moyenne. Aujourd'hui, c'est la société qui est difficile à comprendre. Et ceci est évidemment aggravé par le communautarisme, ce qui est lié à des vagues d'immigration qui vont augmenter. Parce que là, on parle de fermer les frontières, mais quand on sait la pression démographique qui va arriver du Sahel dans 10 ans, c'est un problème qu'on ne pense pas. On réagit, mais on ne le pense pas. Donc, on manque de l'équivalent de Keynes en matière sociétale, c'est-à-dire qu'on manque de l'équivalent du seul type qui a été, à mon avis, encore plus ample que Keynes et qui s'appelait Karl Marx. Une sorte de diable. Pas vous, Alain Minc, ni Karl Marx, mais John Maynard Keynes, réédition de cette biographie que vous avez signée. Merci d'être venu parler à nos auditeurs. Et c'est vraiment une vie passionnante, celle de John Maynard Keynes. Si vous avez un livre à offrir à quelqu'un qui fait des études d'économie, qui rentre dans une prépa quelconque, vous lui offrez le livre d'Alain Minc. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi. France